Bonjour à tous, à la demande de la FI2R, je vais vous parler des recommandations du PRAC. Alors, elles ont été établies principalement pour des maladies fréquentes, rhumatologiques, gastro-entérologiques et dermatologiques, mais probablement que ça s'applique aussi aux maladies rares, celles de la filière, puisqu'on utilise de temps en temps, en hors AMM, ces médicaments qui sont en l'occurrence les inhibiteurs de JAK. Donc très rapidement, mes conflits d'intérêts. Et donc, je vais essayer de vous expliquer d'abord pourquoi il y a eu ce PRAC. La première raison, c'est cette étude qui s'appelle Oral Surveillance, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'elle a été publiée il y a 1 an, et on en a beaucoup parlé à la suite du congrès de l'ACR 2021. Et donc, vous savez, c'est une étude pour essayer de regarder la tolérance d'un inhibiteur de JAK, en l'occurrence le tofacitinib, en le comparant à un anti-TNF, et ce, dans une population de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui avaient échoué au méthotrexate. Et donc, à la différence de la plupart des études, l'idée, c'était de regarder la tolérance, c'est-à-dire qu'il fallait mettre énormément de patients, les suivre très longtemps, et voir au bout d'un moment combien on avait eu d'événements cardiovasculaires majeurs, combien de cancers, combien de complications infectieuses. Et là, on pouvait geler l'étude et voir s'il y avait une disparité entre les différents groupes, donc en l'occurrence entre les inhibiteurs de JAK et les anti-TNF. Donc normalement, vous connaissez les résultats. C'est une différence en termes de complications cardiovasculaires majeures. Alors, je vais vous épargner les études de supériorité, de non-infériorité. Le résultat, il est ce qu'il est. On a vraiment une différence qu'on considère, nous, comme à retenir. En termes de complications cardiovasculaires majeures, ça veut dire infarctus, décès ou AVC. L'autre résultat, pour le coup, qui nous a un petit peu étonné, c'est aussi une augmentation du risque de cancer, et donc notamment des cancers du poumon, des cancers du sein. Et donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile à appréhender. Et donc, ça attendait confirmation. Alors, d'ores et déjà, je vous dis qu'il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour avoir l'équivalent de ce type d'études, mais ça, je vous en parlerai dans la conclusion. L'autre chose qui a motivé ce PRAC, c'est que les instances, et notamment l'EMA, a demandé aux autres laboratoires de fournir des données, et ils n'avaient pas l'équivalent de Oral Surveillance. Et quand ils ont donc demandé à Lilly pour le baricitinib, eh bien, ils avaient quand même un médicament qui était prescrit depuis des mois, voire des années. Et donc, ils ont sollicité des bases de données de différents pays pour essayer d'aller regarder des données de tolérance. Donc, sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a 14 bases de données. Et vous voyez qu'il y en a 3 en Europe. Et vous allez voir, c'est vraiment les études européennes qui donnent le plus de données. Et donc après, là aussi, je ne vais pas m'attarder sur les statistiques. Ils vont aller faire des appariements pour que les populations soient comparables. Parce qu'ils vont comparer, en fait, la prescription d'anti-TNF et la prescription de baricitinib. On va essayer d'apparier sur les comorbidités pour que les populations soient comparables, et on va regarder, vous voyez ici, les thrombophlébite. Et donc vous voyez que quand on regarde les thrombophlébite, quand on fait la méta-analyse, c'est-à-dire la fusion un petit peu de toutes ces bases de données, on trouve sur le plan statistique une différence en faveur de plus de risque de thrombose avec le tofacitinib par rapport aux anti-TNF. Peut-être que la ligne qui vous intéresse le plus, c'est la toute dernière, puisque c'est le SNDS, donc c'est la base de données française. Et vous voyez quelques lignes au-dessus, c'est la base de données Artis, qui est une base de données suédoise. Donc vous voyez que c'est celle où il y a le plus de patients. Vous pouvez aussi vous intéresser au petit n, c'est-à-dire le nombre de cas. Donc vous voyez peut-être une différence significative, mais vous voyez que quand même sur des énormes bases de données, c'est que quelques cas. Ça peut peut-être vous rassurer un peu. La deuxième diapo, c'est sur le risque de complications cardiovasculaires majeures, on appelle ça les MACE. Et donc de nouveau, vous voyez qu'il y a une méta-analyse, donc une fusion des différentes données qui est en faveur, alors même si là, ce n'est pas statistiquement significatif parce que ça croise le 1, mais vraiment une tendance à plus de complications cardiovasculaires. Et quand vous regardez la ligne SNDS, la base de données française, vous voyez que là, ça sortait sur le plan statistique. Et puis la dernière chose, c'est les infections sévères. Et rebelote, on retrouve plutôt, même si ce n'est pas statistiquement significatif, un surrisque en termes d'infection avec le baricitinib versus les anti-TNF. Donc pour toutes ces raisons, les données d'oral surveillance et les données de ce qu'on appelle la B023 avec le baricitinib, eh bien, il y a eu des recommandations du PRAC. Donc ça, c'est l'EMA qui a réuni un certain nombre d'experts
qui a réuni un certain nombre d'informations fournies par les laboratoires et qui a donc donné ces recommandations donc, que je vous lis. Enfin, je vais vous lire surtout les phrases importantes, celles qui sont soulignées. C'est que si vous n'avez pas d'alternative thérapeutique, il est préférable chez les patients de plus de 65 ans, chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire majeur, et vous voyez une petite parenthèse sur laquelle je reviendrai, ou ceux qui ont fumé, ou ceux qui ont un risque augmenté de cancer, tant qu'à faire, on va peut-être envisager des alternatives thérapeutiques avant de prescrire un inhibiteur de JAK. Ça, c'est important pour nos maladies rares parce que des fois, peut-être qu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Donc peut-être qu'on les fera dans cette situation-là. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, il faut lire les phrases qui sont en dessous et peut-être qu'il faudra se poser la question dans cette population-là de donner une demi-dose. Donc ça, on pourra en discuter, notamment éventuellement dans le cadre des RCP de la filière. Alors, je vais essayer de vous aider à identifier les patients en risque et notamment sur le risque cardiovasculaire. Quels sont les patients en risque? On voit vraiment dans Oral Surveillance que le surrisque, il était dans cette population de plus de 65 ans, parce que forcément, c'est celle qui a le plus de complications cardiovasculaires. Donc, on enrichit la population, on arrive à retrouver cette différence. Mais vous voyez que quand les patients ont moins de 65 ans, il n'y a pas vraiment de surrisque chez tous les patients, c'est-à-dire quel que soit leur traitement, et on n'est pas frappé par une différence entre l'anti-TNF et le tofacitinib, notamment à la dose qu'on utilise, à savoir 5 mg x 2, donc la donnée en bleu. Ce qui est un peu plus troublant, c'est l'histoire des fumeurs. Donc là, pareil, quand on n'a jamais fumé, il n'y a pas vraiment de surrisque, on n'est pas frappé par une différence entre l'anti-TNF et le tofacitinib. Quand on fume, il y a une différence. Quelqu'un qui fume a plus de risque cardiovasculaire. Bon, soit, c'est des choses qu'on arrive à comprendre. Ce qui est plus surprenant, c'est la case du milieu, c'est les anciens fumeurs. Ça, c'est très pénible, parce qu'on retrouve cette différence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui a croisé une cigarette, il est considéré comme un ancien fumeur, et donc on ne peut pas lui donner un inhibiteur de JAK. Ça, c'est très difficile. Mais enfin, ça y est, je vous le délivre. Il y a plus d'informations, parce que si vous lisez la phrase du PRAC, vous voyez qu'on vous dit probablement que c'est des gros fumeurs, puisque le mot qui est utilisé, c'est « have smoked for a long time in the past ». Et donc, si vous allez vous plonger dans le RCP du tofacitinib, page 31, vous retrouverez cette donnée, à savoir que les anciens fumeurs, c'était quand même des fumeurs qui avaient fumé pour 90% d'entre eux, plus de 90% d'entre eux, plus de 10 ans, et qui avaient une médiane d'exposition au tabac de 35 ans pour ceux qui sont fumeurs et de 39 ans pour ceux qui sont anciens fumeurs. Donc, vraiment, carrément, des gros fumeurs, ça c'est une information importante. L'autre information, et ça, normalement, vous n'êtes pas trop confronté puisque vous allez traiter des patients français, mais pas des patients nord-américains. Vraiment, ce surrisque de complications cardiovasculaires majeures, on le retrouvait surtout en Amérique du Nord. Et donc, on se plonge un petit peu dans la description des populations et on voit que forcément, en Amérique du Nord, on a une population enrichie en risque de complications cardiovasculaires majeures. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus âgés, ils ont un BMI supérieur à 30 pour plus de 20% par rapport dans le reste du monde, plus d'hypertension artérielle, plus de diabète, plus de coronaropathie, donc quelqu'un qui a déjà fait une maladie cardiovasculaire, d'infarctus ou d'angor. Justement, sans transition, ça m'amène à la diapositive qui suit. Une étude où ils ont repris les données d'Oral Surveillance. Cette fois-ci, ils ne se sont pas intéressés à des patients de plus de 50 ans avec un facteur de risque cardiovasculaire, qui était la population qui était étudiée dans Oral Surveillance, mais ils se sont intéressés carrément au sein de cette population à des gens qui avaient déjà fait une maladie cardiovasculaire. Donc une maladie cardiovasculaire, c'est une expression clinique de ce surrisque cardiovasculaire, c'est-à-dire soit une coronaropathie, soit un accident vasculaire cérébral, soit une artérite des membres inférieurs. Donc, qui a fait une complication cardiovasculaire majeure a plus de chances d'en faire une autre. Donc, clairement, on enrichit. Et donc, on voit les résultats où, quand vous n'avez pas eu cette maladie cardiovasculaire, ma foi, avec le tofacitinib ou un anti-TNF, vous n'avez pas vraiment de différence. C'est vraiment les gens qui avaient déjà fait ces complications cardiovasculaires majeures qui sont à risque. Ça explique probablement les mots du PRAC, puisque vous voyez sur la diapositive qui suit, ils se sont intéressés aux gens qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire, mais qui avaient des hauts risques cardiovasculaires parce qu'ils ont des facteurs de risque. Mais même là, vous ne trouvez pas de différence entre le tofacitinib et les anti-TNF. Ce qui explique probablement, en fait, cette petite parenthèse dans le PRAC, où ils vous disent, comme ceux qui ont une attaque cardiaque ou un AVC, probablement que c'est l'élément le plus important, c'est pas tant le facteur de risque, même si c'est important, mais surtout d'avoir déjà eu une maladie cardiovasculaire, donc une complication clinique cardiovasculaire.
Voilà. Pour essayer d'aller plus loin qu'oral surveillance, on a quand même quelques données. On a notamment des données du SNDS plus récents que celle de la B023 avec le baricitinib. Donc ce papier qui est sorti il n'y a pas longtemps dans ARD et qui cette fois-ci prend tous les anti-TNF, pas uniquement le baricitinib mais aussi le tofacitinib et peut-être quelques autres anti-TNF, inhibiteurs de JAK, et qui compare pour le coup là à l'adalimumab. Et là, vous avez d'abord une description de la population. Et quand on voit la population dans le SNDS, donc en France, traitée par inhibiteur de JAK ou anti-TNF, clairement, vous voyez que les patients traités par inhibiteur de JAK sont plus âgés, ont moins souvent du méthotrexate, ont eu plus de lignes thérapeutiques, ont actuellement moins de méthotrexate et clairement ont plus de corticoïdes et plus de comorbidités. Bon, n'empêche que nos collègues essayent d'apparier avec des méthodes statistiques auxquelles je ne comprends rien. Donc, je vous laisse aller vous plonger dans le papier si vous voulez essayer de comprendre et ils vous livrent les résultats que je présente sur cette diapositive où, avec de multiples appariements, ils considèrent qu'il n'y a pas de surrisque cardiovasculaire majeur identifié dans les SNDS. Et alors, je trouve ça très intéressant parce que la B023 que je vous ai présenté tout à l'heure avec les données du SNDS, il y avait quelque chose. Celle-ci, il n'y a rien. Une des explications, c'est qu'il y a 6 à 9 mois de plus de données du SNDS, 6 à 9 mois de plus où nous autres cliniciens étions alertés qu'il y avait peut-être un surrisque cardiovasculaire parce qu'il y avait des données préliminaires. On s'est peut-être adapté et le fait qu'on s'adapte finit par gommer ce surrisque cardiovasculaire. Donc probablement que ça montre notre capacité d'adaptation et ça justifie que je vous fasse aujourd'hui ce flash info pour vous inviter à vous adapter et à traiter les bons patients. Les données de la base de données Artis, donc en Suède. Donc là, c'est différent. Hein, c'est un registre, donc les données sont un peu plus riches. C'est pas à partir d'une base de données du SNDS. Et donc, vous voyez là pour le coup, eux, ils retrouvent un surrisque thromboembolique. Et donc, clairement, vous voyez sur ces différentes diapositives, plus de complications thromboemboliques. Et quand ils regardent dans le détail entre les embolies pulmonaires et les thromboses veineuses profondes, c'est les embolies pulmonaires qui sont plus fréquentes avec un inhibiteur de JAK qu'avec un anti-TNF. Donc méfiance, je compte sur vous pour identifier les patients à risque déjà de complications thromboemboliques. C'est probablement pas les meilleurs candidats à inhibiteurs de JAK. Je pense par exemple tout simplement à quelqu'un qui a un surpoids, c'est probablement pas le meilleur candidat. On va aller un peu plus vite sur les d'autres risques, pas parce que c'est moins important, mais parce qu'on a moins de données. Donc le risque néoplasique, de nouveau, la population à risque, c'est celle qui a plus de 65 ans. Et c'est aussi, de nouveau, celle qui est d'Europe du Nord. Est-ce que c'est les comorbidités? Est-ce que c'est l'accès aux soins qui fait qu'il y a des diagnostics plus précoces? Ça, on verra dans les années à venir si on arrive à avoir plus de données. Le risque néoplasique en dehors d'oral surveillance, on a des données. On en aura probablement un petit peu plus, mais on a les données du SNDS, donc une étude pour le coup bordelaise de Marie-Lise Trucheté qui l'a fait en collaboration avec nos collègues de la pharmacovigilance bordelaise, et donc de nouveau qui allait creuser dans le SNDS pour voir s'il y avait un surrisque. Je vous livre les résultats rapidement. Vous voyez que par, encore une fois, des méthodes statistiques complexes que je ne maîtrise pas, ils arrivent à montrer qu'il n'y a pas de différence dans cette base de données en termes de risque néoplasique et de néoplasie qui sont apparus entre les gens qui étaient traités par inhibiteur de JAK et par anti-TNF. Et d'ailleurs, si vous regardez tout en haut, le nombre de cas, il n'y en a pas tant que ça, ce qui est quand même tout de même assez rassurant pour nos patients. Et je vais finir avec le risque infectieux. De nouveau, les données d'oral surveillance où on voit qu'il y a un surrisque infectieux avec les inhibiteurs de JAK. Ça, c'est aussi un élément important. Il faut au moins que vous soyez capable de diminuer les corticoïdes pour diminuer ce risque infectieux. Et notamment, vous voyez un risque de zona. Et de nouveau, vous voyez que c'est d'autant plus important que les patients ont plus de 65 ans. Donc, de nouveau, précaution dans cette population. J'ai fini. Et donc, qu'est-ce qui va nous permettre de nous adapter? Donc, vous avez ce PRAC. Vous allez avoir plein de recommandations de sociétés savantes. Et puis, je compte sur vous pour vos capacités d'adaptation. Il y a 20 ans, on a réussi à régler le problème de la tuberculose avec les anti-TNF en identifiant bien les populations. Je suis sûr qu'on sera capable de faire la même chose. Vous verrez, on aura d'autres données dans l'avenir. On aura des données d'une étude un peu équivalente à oral surveillance, mais avec le baricitinib. Ça sera très intéressant. Mais il faudra attendre probablement 2026-2027 pour les avoir. Donc, soyez très patients. Il va falloir
justement, en attendant, réussir à appréhender cette situation et à te prescrire chez les bons patients. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Puis on aura quand même des données de vraie vie sur lesquelles on pourra s'appuyer. Et donc ce qui me permet de finir avec ces dernières diapositives, pour avoir des données de vraie vie, mais dans notre population, qui est la population de l'AFI2R, eh bien on a un registre qui s'appelle le registre TATA, qui est la prescription d'inhibiteurs de JAK en NOR-AMM, dans les populations qu'on a l'habitude de traiter dans l'AFI2R. Donc je vous invite à soumettre vos cas à ce registre TATA. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Christophe pour cette présentation. Dis-moi, ces recommandations qui concernent les maladies fréquentes, donc surtout la polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'on doit les appliquer aux maladies rares? Je pense à certaines maladies comme la maladie de Steve ou certaines myopathies inflammatoires où les JAK inhibiteurs peuvent sauver des vies finalement. Oui, tout à fait, tu as raison. En gros, ce qui est bien écrit, c'est que c'est quand tu es dans la situation à risque, donc c'est-à-dire le patient de plus de 65 ans, qui a des antécédents cardiovasculaires majeurs, qui a l'exposition tabagique importante, qui a un risque de cancer, il faut que on regarde s'il y a des alternatives thérapeutiques. Donc quand tu es dans une situation où il n'y a pas d'alternative thérapeutique, et quand ce traitement a une vraie efficacité, et je rajoute, quand ce traitement permet de diminuer, voire de sevrer en corticoïdes, qui augmentent tous les risques que je viens d'évoquer, je pense que les inhibiteurs de JAK sont toujours judicieux. Après, c'est quand même intéressant de savoir que c'est une population à risque, que tu dois t'adapter à cette population à risque, et ce qui peut être envisagé, c'est de donner une demi-dose. Je dis envisager parce que quand tu as une pathologie aussi sévère qu'une myosite inflammatoire, toi tu veux la contrôler, je ne suis pas sûr qu'il faille y aller mollo et avec une demi-dose. Mais peut-être quand même, s'il y a eu une complication cardiovasculaire majeure, enfin ça je fais confiance à nos collègues pour appréhender la situation et savoir ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on en parle et que les maladies rares soient au courant des maladies fréquentes. Sous JAK inhibiteur, il y a un surrisque de zona. Dans les situations des maladies rares, les JAK inhibiteurs sont souvent associés aux corticoïdes, aux immunosuppresseurs, donc ce surrisque est encore plus important. Dans cette situation-là, penses-tu qu'il faut vacciner contre le zona quand on pourra le faire avec un vaccin à protéines recombinantes, mais en attendant, est-ce qu'il faut leur proposer la cyclovir? Alors tu l'as bien dit, je pense qu'il y a les corticoïdes associés et tout, donc déjà une première chose qu'on peut faire c'est diminuer les corticoïdes, contrôler la maladie, peut-être que ça diminuera ce risque. La deuxième chose, en effet, le jour où il sera disponible, il faudra vacciner nos patients. Je pense qu'il faudra que la filière d'ailleurs se batte pour qu'il soit accessible aux patients auxquels on est confronté. Pour la cyclovir, écoute, ça fait 5 ans qu'on traite des polyarthrites rhumatoïdes avec des inhibiteurs de JAK. Non, on ne donne pas d'aciclovir au long cours. En revanche, moi, j'en mets toujours une petite goutte d'éducation thérapeutique en expliquant à mes patients, vous pourriez avoir ça. Alors pourquoi je leur dis? Je leur dis pas pour qu'ils se prescrivent eux-mêmes de l'aciclovir, encore que certains de mes collègues le font en donnant une ordonnance qui peut être utilisée. Moi, personnellement, c'est surtout pour leur dire ça peut arriver et qu'ils soient capables d'alerter leur médecin traitant pour qu'ils prescrivent l'aciclovir. Après, on pourra réfléchir au niveau de la filière pour qu'il y ait un courrier tout fait pour le médecin généraliste qui soit au courant aussi. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci à la filière.